Voilà, c'est l'heure de Territoire Sénat. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va se rendre dans un instant en duplex en Normandie avec Jérôme Rabier qui est sur le lieu des commémorations du D-Day. Saveria. Bonjour à tous. La crise s'amplifie à droite. Valérie Pécresse quitte les Républicains. Elle considère que la reconstruction de la droite ne peut se faire qu'à l'extérieur du parti. Dans son siège, plusieurs élus et autres figures du parti ont également décidé de claquer la porte. On en parle dans cette édition. Le gouvernement confirme qu'il veut renouveler intégralement le Sénat en 2021. Objectif, faciliter la réduction du nombre de parlementaires. Au Sénat, les réactions sont unanimes. Pas question de réduire le mandat des élus. Mais le temps presse pour trouver un accord car le texte doit être présenté la semaine prochaine. La suite de l'examen de la loi santé, après la question des déserts médicaux et la fin du numerus clausus, les sénateurs se penchent sur la délégation d'actes à d'autres professions, pharmaciens, infirmiers ou encore kinésithérapeutes. Ils pourront pratiquer certains actes jusqu'alors réservés aux médecins. Mais avant de développer tous ces titres, on va retrouver tout de suite Jérôme Rabier qui se trouve à Vers-sur-Mer pour le coup d'envoi des commémorations du débarquement du 6 juin 1944. Jérôme, bonjour, vous êtes avec la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam. Comment est l'ambiance sur place? Très émouvante, on imagine. Oui, ici à Vers-sur-Mer, pour le coup d'envoi des cérémonies qui débutent à l'instant même ici sur les plages du débarquement où il y a 75 ans, les forces alliées ont débarqué. Coup d'envoi par une cérémonie franco-britannique. Emmanuel Macron et Theresa May sont présents ici, notamment pour poser la première pierre d'un mémorial dédié aux forces britanniques. Je suis accompagné de la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, représentante des Français de l'étranger. Un moment important, ce 75e anniversaire du débarquement. Bien sûr, c'est un moment extrêmement important dans sa symbolique. Nous avons ce devoir de mémoire, ce devoir de reconnaissance que nous avons tendance parfois à oublier envers tous ces soldats, ces dizaines de milliers de soldats britanniques. Beaucoup d'entre eux n'avaient même pas 20 ans, qui sont venus ici, sur nos plages, se battre pour notre liberté. Et être ici, à cet endroit même où tant d'entre eux sont arrivés, se sont sacrifiés, sont morts, c'est évidemment extrêmement émouvant pour la Française qui vit en Grande-Bretagne également. Et je dois dire que je suis vraiment très heureuse et très émue. Un contexte politique particulier puisque Theresa May va démissionner demain en plein Brexit. Le Brexit, au moment même où on célèbre les 75 ans du débarquement, c'est particulier, non ? Oui, là encore, c'est très émouvant parce que je crois que cette femme qu'on a beaucoup attaquée de partout, avec raison d'ailleurs, c'est vrai qu'elle a très mal négocié cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, s'est quand même donnée avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Elle a vraiment essayé de faire ce qu'elle pouvait. Et bien évidemment, c'est aussi très triste de savoir que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne au moment même où nous célébrons tout ce que nous leur devons. Merci beaucoup Joëlle Garriaud-Maylam pour cette première action au coup d'envoi des cérémonies du débarquement ici en Normandie. Voilà, merci Jérôme. Donc en direct de Vers-sur-Mer, le gouvernement confirme, il veut renouveler intégralement le Sénat en 2021. Objectif, faciliter la réduction du nombre de parlementaires au Sénat. Les réactions sont unanimes, pas question de réduire le mandat des élus, mais le temps presse pour trouver un accord, car le texte doit être présenté dans quelques jours. Explication Cécile Sixou. Il s'agit d'aller vite et d'être efficace. Pour réduire le nombre de parlementaires de 25 à 30%, le gouvernement compte changer les règles et le calendrier des élections sénatoriales. Au lieu de renouveler de moitié le Sénat en 2020 puis en 2023, il prévoit de le renouveler dans son ensemble en 2021. Une proposition soutenue par le ministre de l'Agriculture, l'ancien sénateur Didier Guillaume. Je pense qu'il faudrait faire les choses en une fois, parce que les choses seraient plus claires. Parce qu'après, on a un déséquilibre, il y aura des sénateurs à deux niveaux, ceux qui auront été élus avec le nouveau système et ceux qui restent à l'ancien système. Éviter un ancien et un nouveau système, cette réforme aurait en tout cas une conséquence sur la durée des mandats des sénateurs actuels. Ceux élus en 2014 conserveraient leur siège un an de plus et ceux élus en 2017 pourraient voir leur mandat écourté de 2 ans. Pour Gérard Larcher, le président du Sénat, c'est inconcevable. On ne peut pas faire une révision constitutionnelle pour simplement faire une forme de charcutage des dates d'élection. Donc il faut respecter le principe
que le Sénat est une assemblée de la continuité, qu'il est renouvelé par moitié et qu'il faut respecter les dates d'élections qui sont prévues. Cette réforme devrait en tout cas faire l'objet de négociations entre le gouvernement et les présidents de groupes des assemblées qui sont consultés cette semaine sur le futur texte constitutionnel. Voilà, maintenant on retrouve la séquence éclairage avec l'œil 2 dans un instant. C'est Benjamin Morel qui est avec nous. Bonjour Benjamin Morel, Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Savez-vous que vous avez un député homonyme à vous? C'est vrai? Le 20 décembre 1830, un Benjamin Morel est devenu député. Ce n'est pas moi. On va parler de 2019, Benjamin. Retour en 2019 avec la réforme des institutions. La grande nouveauté dans cette nouvelle mouture de la réforme, c'est l'article 15, le renouvellement intégral du Sénat en 2021. Tout d'abord, comment on interprète cette volonté de l'exécutif de renouveler intégralement le Sénat en 2021? Alors d'abord, c'est pas tout à fait non plus une nouveauté. C'est-à-dire que dans la première mouture de la loi ordinaire, c'était déjà présent lorsqu'elle avait été déposée il y a quelques mois. Donc on a en fait une disposition qui à la fois permet tout de même de rentrer dans un jeu de négociation, parce qu'en effet, cela menace un certain nombre de sénateurs de 2 ans de moins de mandat et d'un renouvellement intégral, donc d'une vraie révolution politique au sein de l'Assemblée. Et surtout, malgré tout, ça implique tout de même cette diminution du nombre de parlementaires, de trouver une façon, un moyen pour renouveler les sénateurs. Soit on les renouvelle par moitié, mais dans ce cas-là, ça pose un problème d'équilibre entre départements. Soit on les renouvelle tous en une fois. Mais là, on y reviendra sans doute, ça pose d'autres problèmes constitutionnels. Est-ce qu'on peut aussi interpréter cette décision, cette volonté du gouvernement, comme une menace, une provocation, une menace contre le Sénat, pour faire plier le Sénat dans le cadre de cette réforme? On aurait pu envisager un renouvellement plus tardif. Par exemple, en 2022, ça aurait posé d'autres problèmes, mais c'était également possible. Donc le fait de ramener ça à 2021, en effet, ça peut être ressenti comme, si ce n'est une menace, en tout cas un instrument de négociation dans le cadre des rapports avec le Sénat. Après, il ne faut pas oublier non plus que pour que cette disposition puisse éventuellement être acceptée par le Conseil constitutionnel, soit considérée comme proportionnée, il faut que le nombre de parlementaires soit réduit. Or, le Sénat a un droit de veto sur la réduction du nombre de sénateurs. Pas de réduction du nombre de sénateurs, pas d'avancement ou de retard des élections. Donc en fait, là-dessus, ça peut être une menace, mais le gouvernement tire avec un pistolet à eau. D'autant plus que les sénateurs sont très clairs, ils sont unanimes, il n'en est pas question. Oui, mais si vous voulez, les problèmes qui vont être posés, de toute façon, se poseront dès lors qu'on va réduire le nombre de sénateurs. Les problèmes, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, si jamais vous renouvelez le Sénat en une fois, malgré tout, dans la Constitution, il est inscrit que le Sénat est renouvelé par moitié. Donc ça implique, quoi qu'il en soit, d'avoir ensuite des sénateurs élus pour 3 ans ou pour 9 ans pour arriver à retrouver, encore une fois, un rythme d'élection par moitié. Donc ça va poser des problèmes. Ça va poser également des problèmes parce que pendant un temps, sauf si on renouvelle en 2022, c'est pour ça que le casus belli serait moins grand, on aurait un déséquilibre du Congrès puisqu'on aurait plus de députés que de sénateurs en proportion. Donc quoi qu'il en soit, ce renouvellement intégral, quelle que soit la date, pose un problème. Mais le renouvellement par moitié poserait d'autres problèmes, encore une fois, parce qu'on aura un déséquilibre entre départements. Et au final, le temps presse, parce que le texte est présenté la semaine prochaine, le 12 juin au Conseil des ministres. Le temps presse donc pour les sénateurs de faire changer d'avis le gouvernement, de faire plier le gouvernement, ou en tout cas de trouver un accord, de trouver un compromis. Si vous voulez, ça fait partie du texte sur la loi ordinaire. Donc théoriquement, l'Assemblée peut l'adopter avec un dernier mot. Mais encore une fois, ça n'est possible qu'à condition que la loi organique soit adoptée. C'est-à-dire que la réduction du nombre de parlementaires soit actée. Là-dessus, le Sénat a un droit de veto. Donc même s'il n'y a pas de modification avant le dépôt du projet de loi, ensuite, les négociations sur le projet de loi constitutionnel et le projet de loi organique peuvent permettre de faire bouger le gouvernement là-dessus. Très rapidement, vous pensez qu'un accord au final entre l'Élysée et le Sénat serait possible? C'est très dur à dire aujourd'hui, notamment parce que cette révision constitutionnelle, on l'a vu, a été vidée d'une grande partie de sa substance, que la réforme de la loi organique elle-même a été profondément modifiée. En même temps, on a une majorité sénatoriale qui est beaucoup plus atomisée qu'hier. Donc actuellement, voir comment va aboutir cette réforme après un an d'errement,
c'est un peu de l'astrologie. Merci beaucoup Benjamin Morel pour Merci, cet éclairage Benjamin Morel. dans la suite de Au l'actualité. revoir. L'examen de la loi santé après la question des déserts médicaux et la fin du numerus clausus. Les sénateurs se penchent sur la délégation d'actes à d'autres professions, pharmaciens, infirmiers ou encore kinésithérapeutes. Ils pourront tous pratiquer certains actes jusqu'alors réservés aux médecins. Explication Jonathan Dupriez. Qui en dehors des médecins pour réaliser des actes médicaux? La question a fait débat jusqu'à tard dans la nuit dans l'hémicycle. Plutôt effectivement que de cloisonner la couverture vaccinale, il serait plus logique de l'ouvrir le plus largement possible afin que les adultes en bonne santé puissent être vaccinés par les infirmiers s'ils le souhaitent. Pour soulager les médecins, d'autres sénateurs ont proposé de donner aux 4000 biologistes médicaux français la compétence d'administrer sans prescription médicale le vaccin contre la grippe saisonnière. Contrairement aux pharmaciens d'officine, les biologistes qui disposent de personnel qualifié et habilité, ayant l'expérience du prélèvement, n'auront besoin d'aucune formation préalable. Et le dernier avis de la Haute Autorité de Santé en matière d'extension de la vaccination antigrippale n'a concerné pour l'instant que les sages-femmes, les infirmières et les pharmaciens. Il a semblé à la Commission qu'il était préférable de ne pas devancer ces avis et d'en attendre les conclusions. Contre l'avis du gouvernement, les sénateurs ont adopté un amendement permettant aux laboratoires pharmaceutiques d'être inclus en amont des recommandations faites à l'Agence nationale de sécurité du médicament en cas de rupture de stock d'une molécule. Dans toutes les situations, les laboratoires sont associés pour trouver des solutions de remplacement. Mais je considère que l'élaboration de la recommandation de l'ANSM quant aux produits de substitution et aux protocoles proposés ne relève pas de la mission des laboratoires suppléants. Aujourd'hui, en séance, les sénateurs examineront la question des hôpitaux de proximité ou encore le volet numérique du texte. Voilà, on continue avec le face-à-face, l'interview politique dans un instant. Bonjour Alain Milon, sénateur LR du Vaucluse. Merci d'être avec nous, présent sur ce plateau ce Bonjour matin. Alain Milon est président de la commission des affaires sociales. Avant de parler bien sûr longuement de la loi santé, puisque vous êtes le chef de file de cette loi, j'aimerais vous entendre tout d'abord quelques questions sur la situation à droite et notamment cette démission, ce départ surprise de Valérie Pécresse hier. Elle considère que la reconstruction de la droite ne pourra se faire qu'à l'extérieur du parti. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous comprenez sa décision? Je pense que je n'ai pas à comprendre sa décision. Elle l'a prise certainement après mûre réflexion. Je considère, moi, qu'à partir du moment où le bateau va mal, lorsqu'il coule, les matelots ont peut-être le droit de quitter le bateau, mais pas les capitaines. Dans son sillage, plusieurs élus et d'autres figures du parti ont décidé de claquer la porte. Est-ce que vous craignez une hémorragie, pourquoi pas une disparition complète des Républicains ? Je ne pense pas que les Républicains disparaîtront. Je ne pense pas cela. Une hémorragie, très certainement. Après, il s'agit de voir si c'est une grosse hémorragie ou une petite hémorragie. On verra bien. Mais c'est le médecin qui parle. C'est le médecin qui parle, oui. Le problème étant quand même qu'on va voir une reconstitution probablement du paysage politique à droite, au centre droit et à droite, et probablement que ce qui avait été fait à l'époque, UMP ou les Républicains ensuite, n'était peut-être pas la meilleure solution. Pourquoi pas revoir par la suite une sorte d'UDF et une sorte de RPR? Je pense que c'est... C'est à ça qu'il faut en revenir. Je ne dis pas que c'est à ça qu'il faut revenir, je pense que c'est à ça que ça reviendra. Ce n'est pas obligatoirement une bonne solution. Pour terminer sur ce sujet, Gérard Larcher, président du Sénat, qui annonce la tenue en octobre d'une grande convention nationale de la droite et du centre. C'est une sorte de grand débat à droite, c'est ça. Vous en attendez quoi? Est-ce que la solution est là? Elle est dans la voie des territoires, dans la voie des élus locaux pour reconstruire la droite? C'est évident qu'il faut retourner à la base. Donc Gérard Larcher a toutes les qualités pour ça. Il faut retourner sur le terrain, remettre les pieds dans la gadoue et essayer de voir, de comprendre, pas de voir parce qu'on les a vus, mais de comprendre les problèmes qui peuvent exister sur le territoire et faire remonter ces problèmes pour trouver des solutions au niveau national. Je pense que Gérard Larcher a la carrure pour ça. Venons-en maintenant à la réforme de la santé qui est en examen toute cette semaine. Au Sénat, vous avez parlé, vous êtes le président de la Commission des affaires sociales, vous avez parlé d'un texte insuffisant pour résoudre la crise, d'un modèle à bout de souffle. En quoi notre modèle de santé ne fonctionne plus? On le voit sur le terrain. Il y a un manque évident de médecins, de personnel soignant. Et je pense que les solutions proposées sont des solutions
intéressantes parce qu'elles permettent un travail en commun entre les différentes professions de santé. Mais le problème qui existe, c'est la non-reconnaissance véritable de l'acte médical et donc la difficulté que nous avons à mettre en place les différentes lois de financement de la sécurité sociale. Et je ne pense pas qu'à la suite de HPST, la loi de Madame Bachelot, à la suite des lois Touraine, nous arrivons aux lois Buzyn, c'est une sorte de continuité dans la recherche de solutions sur la pénurie de médecins et les déserts médicaux, ce qu'on appelle les déserts médicaux, qui ne sont pas véritablement des déserts quand même. Et ces différents problèmes existent parce que, de toute évidence, le financement ne convient plus au financement véritable de la santé pour les Français et les Français. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui était notre invitée d'ailleurs à l'instant, elle vous répond. Elle dit ce texte répond à l'urgence dans les territoires. C'est faux ce que dit la ministre? Non, c'est pas faux. Le texte en tant que tel essaye de répondre en effet aux besoins des territoires. Ce que j'ai dit à Mme Buzyn, c'est que même si on organise le travail en commun des différents professionnels de santé, même si on met sur le territoire de nouveaux professionnels de santé, on ne mettra pas de médecins avant une dizaine d'années quand même. Là, vous parlez des effets pour que les téléspectateurs comprennent bien, les effets de la fin, de la suppression du numerus clausus, dont les effets, 20% de médecins en plus, on attend 20% de médecins en plus, mais les effets ne se feront sentir que dans 10 ans. Alors, les effets ne se feront sentir que dans 10 ans à la suite de la réforme du numerus clausus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 20% de médecins en plus à la fin, puisqu'actuellement on est à peu près entre 8500 et 9000 étudiants qui sont autorisés, qui passent dans les études de médecine, et la suppression du numerus clausus n'entraînera pas une augmentation de 20% de plus. On passera de 8500 à 9000. C'est pas le problème. Le problème, c'est la reconnaissance de l'acte médical. Le problème, c'est les difficultés que nous aurons à soigner l'ensemble de la population qui est vieillissante avec toutes les pathologies qui entraînent le vieillissement. Et le problème, c'est le financement. Pour lutter sur cette question majeure des déserts médicaux, pourquoi ne pas avoir pour une fois appliqué des mesures coercitives? Ça a été un vrai débat ici au Sénat entre les mesures incitatives et les mesures coercitives. Pourquoi ne pas avoir touché à la liberté d'installation des médecins? Je rappelle que vous êtes vous-même médecin, les médecins ont un vrai poids, il y a un lobby des médecins au Parlement. Est-ce que c'est ça qui empêche que les choses bougent? Il y a un lobby des médecins, comme il y a un lobby des pharmaciens, comme il y a un lobby de l'industrie, etc. Mais pourquoi tout simplement ne pas mettre en place des mesures coercitives? Oui, mais enfin, je reviens sur le mot lobby parce qu'il intervient à tous les niveaux. Les moyens coercitifs pourraient à la rigueur s'appliquer s'il y avait pléthore. Or, il n'y a pas pléthore de médecins. Quand on veut, par exemple, supprimer le déconventionnement des médecins dans certaines zones, c'est relativement facile pour un jeune médecin de ne pas aller dans cette zone déconventionnée, mais de s'installer juste à côté et de travailler quand même. Donc les méthodes coercitives ne marchent pas. Les méthodes incitatives marcheront juste un petit peu plus. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la formation des médecins et le financement de la santé en France. On dépense actuellement 200 milliards par an, enfin en 2019, 200 milliards pour la santé en France. On estime qu'il faut au moins 4% de plus chaque année, donc il faut en moyenne 8 milliards de plus par an. Actuellement, on autorise 4 milliards de plus. On a donc un déficit réel de 4 milliards par an pour soigner les Françaises et les Français. C'est une question de moyens, on comprend bien. C'est un tout autre sujet, mais qui concerne également la santé, la PMA, la procréation médicalement assistée. J'aimerais vous faire entendre la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui était notre invitée à l'instant, et ensuite on écoute votre réaction. Je pense que pour certaines familles qui aujourd'hui attendent ce texte, et je pense notamment aux familles homoparentales, c'est une urgence. Elles l'attendent depuis 2 ans. Ça peut ne pas être une urgence sur le plan politique pour certains. Ça pourrait même être un danger sur le plan politique. Voilà, mais moi, je pense qu'à partir du moment où la loi est prête, qu'elle a été largement travaillée avec l'ensemble des parlementaires et qu'on va pouvoir débuter des débats sereins, et je souhaite que ça se passe dans la sérénité, parce que ce n'est pas une loi qui mérite des postures. Il y a beaucoup de douleurs individuelles derrière toutes ces mesures, donc il faut faire attention à ne pas heurter les gens qui souffrent. Agnès Buzyn parle d'urgence. Vous êtes d'accord sur cette question de la PMA, de la procréation médicalement assistée? Je suis d'accord sur la question de la PMA. C'est une évidence. J'avais d'ailleurs défendu quand j'avais été rapporteur de la loi bioéthique il y a 7 ans en arrière. Donc je pense qu'il faut en effet aller vers la PMA pour permettre aux couples lesbiens de pouvoir avoir, comme toutes les femmes, des enfants. Le problème, ce n'est pas une urgence, c'est une nécessité.
C'est une nécessité pour permettre, comme l'a dit le président de la République, l'égalité entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Pourquoi le texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour? Pourquoi on met tant de temps? Pourquoi on recule sans cesse son examen? Parce qu'il y a des tas de politiques qui craignent les réactions de la population ou d'une partie de la population. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous dites? Et vous dites qu'il ne faut pas craindre ça, justement? Moi, je dis qu'il faut permettre à toutes les personnes qui désirent avoir un enfant d'avoir un enfant. Je dis toutes. C'est-à-dire que vous savez que j'ai été, il y a 10 ans en arrière, l'un des rapporteurs d'une proposition de loi sur la GPA. Et je pense qu'il faut que nous allions vers la PMA maintenant, puisque le président de la République a décidé. Mais probablement qu'ensuite se posera la question de la GPA. Comme se posera la question dans le cadre de la loi de bioéthique, du droit pour les enfants nés de dons de sperme à la reconnaissance des parents. Merci beaucoup Alain Milon, Merci. sénateur LR du Vaucluse. Des centaines de jeunes ont manifesté, 400 ambassadeurs, des jeunes élèves pour la plupart, pour la préservation de la Sorgue. C'est une rivière très emblématique. Et vous êtes médecin, j'ai envie de vous demander si vous vous allez préoccuper du sort de la Sorgue qui est menacée par des déchets plastiques. Oui, mais j'ai été maire de Sorgue pendant 22 ans. Ma ville est à la fin de la Sorgue, à l'embouchure de la Sorgue et de l'Ouvèze. Ça traverse tout le département, depuis Fontaine de Vaucluse jusqu'à Sorgue, justement, jusqu'à ma ville. Beaucoup d'émotions dans ces manifestations, oui, dans ces gens qui sont très attachés à cette rivière emblématique. Ils ont raison, parce que c'était l'une des rivières qui était encore complètement saine et qui n'avait aucun problème. Et dernièrement, il y a en effet quelques pollutions qui arrivent. Donc il faut non seulement que les jeunes s'en occupent, mais que tous les élus, en particulier les maires des villes et villages qui sont le long de la Sorgue, fassent le nécessaire pour retrouver une Sorgue telle qu'on la connaissait il y a une dizaine d'années en arrière, c'est-à-dire une eau claire, une eau fraîche et une eau qu'on pouvait boire. Merci Alain Milon, sénateur LR du Vaucluse. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, Saveria. Alors dès 10h30, on vient d'en parler en séance. Il faudra suivre bien sûr la suite de l'examen de la loi santé. Il reste 272 amendements à examiner. Aujourd'hui, les sénateurs vont se pencher sur le dossier des hôpitaux de proximité. Un des points phares du texte, ces hôpitaux devraient doubler, passant de 250 à 500. À 11h, une audition importante. C'est Jean Rotner, qui est le président de la région Grand Est. Il va être auditionné par la mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie, comment accompagner les entreprises en difficulté, une problématique très actuelle, notamment en ce qui concerne le cas d'Ascoval. Et puis à 15h, bien sûr 15h, c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne à 15h donc. Merci Saveria, on passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale, à travers l'actualité ce matin. Évidemment, la une de la dépêche du midi, on démarre avec ces commémorations du 6 juin 1944. Il y a 75 ans, les Alliés débarquaient sur les plages normandes. Après le Royaume-Uni, la France commémore aujourd'hui en Normandie le débarquement du 6 juin 1944. Les nations engagées dans le débarquement ont rendu hommage aux soldats disparus et aux vétérans hier à Portsmouth. 300 ont fait le déplacement, tous âgés de plus de 90 ans. À la une, encore merci de la presse de la Manche. Il a 97 ans, mais il a tenu à revivre le débarquement en sautant en parachute. Tom Rice craignait que les Normands n'aient pas pardonné les destructions de la guerre 75 ans après. Le vétéran américain a réédité son saut sous les acclamations de la foule. Un beau vol, un beau saut. Tout était parfait, a lancé l'ancien parachutiste de la 101e division aéroportée américaine à son atterrissage dans un champ au nord de 40 ans, il y a 75 ans jour pour jour. À seulement 22 ans, il avait embarqué en Angleterre avant d'être largué en pleine nuit au-dessus du Cotentin avec les 9000 autres hommes de sa division. L'objectif était de sécuriser les routes des marais de 40 ans, une ville qui est à l'intersection des plages d'Utah et d'Omaha Beach où devait débarquer une centaine de milliers de soldats dès l'aube. À la une de Ouest France, le plus grand quotidien français, régional, l'hommage et le souvenir. Ce 6 juin marque donc les 75 ans du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie pour libérer l'Europe des nazis. Hier, plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron, Theresa May, Donald Trump, ont rendu hommage aux libérateurs du continent. 300 vétérans étaient présents lors de cette cérémonie très émouvante. Aujourd'hui, c'est dans la Manche que les hommages se poursuivent. Ils vont commémorer la plus grande opération militaire de l'histoire. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans le Calvados et dans la Manche. Parmi les temps forts de la journée, la cérémonie au cimetière américain de Colville-sur-Mer, près d'Omaha Beach. Elle sera coprésidée
par Emmanuel Macron et par Donald Trump devant 10 000 personnes. Voilà, et les chefs d'État vont entretenir le souvenir. C'est à la une de La Voix du Nord. Pour le 75e anniversaire du débarquement de la Normandie, accueille chefs d'État et témoins du monde entier, des chefs d'État, des têtes couronnées et des vétérans. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues sur les plages normandes, du Calvados et de la Manche pour commémorer l'événement. Parmi eux, des invités de marque, une dizaine de chefs d'État et de têtes couronnées, ainsi que 500 vétérans, pour la plupart centenaires. Merci Saveria, et on vous retrouve demain. Au revoir. On se retrouve demain. Très bonne journée à tous. Voilà, nous on continue. Dans un instant, c'est la météo des territoires avec un temps qui s'améliore partout en France aujourd'hui et de belles températures. Et ensuite, le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Et on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. C'est en Angleterre, accueilli royalement par Elisabeth II, que les alliés d'hier se sont retrouvés. C'est avec humilité et avec plaisir qu'au nom de tout le pays et du monde libre, que je vous dis à tous merci. Une cérémonie poignante au cours de laquelle les chefs d'État ont pris la parole. Une prière de Franklin Roosevelt pour Donald Trump. By thy grace and by the righteous of our cause, our sons will triumph. C'est clair que c'est un moment de concorde nationale qui fait du bien, Bien sûr. L'image que vous avez diffusée aujourd'hui, mais on peut s'inquiéter, y compris au vu du paysage politique dont nous allons parler dans un instant, d'une paix toujours fragile, qu'il s'agit de construire méthodiquement et patiemment. Emmanuel Macron a lui choisi une lettre d'un jeune résistant français fusillé à l'âge de 16 ans. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Adieu. La mort m'appelle. Je vous embrasse tous. Après la débâcle des européennes, un député de la Sarthe vient d'annoncer son départ du groupe LR. De se poser toutes ces questions. En tout cas, l'état d'esprit du groupe, c'était vraiment pas ça ce matin. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Pourquoi ? Parce que le parti est mort ? Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. On est 104, voilà. D'abord, on a démarré à 97, on a monté, qu'il y en ait un ou deux qui partent, j'en sais rien. C'était pas l'état d'esprit de la réunion de groupe, voilà. Je crois que la droite, en France, est à bien plus de 8%. Merci. Je crois que nous devons défendre nos valeurs dans la France d'aujourd'hui. Merci Nicolas. Merci. C'est parce que vous ne m'avez pas répondu sur Nicolas Sarkozy, c'est pour ça. Il approuve ? Mais écoutez, si vous voyez en moi l'héritière de Nicolas Sarkozy, je ne peux qu'approuver. Elle a sens commun dans sa majorité. Elle a essayé de faire adopter par les députés des Républicains, pas plus tard que cette nuit, un amendement qui vise à restreindre les tarifs réduits dans le RER pour les étrangers malades. Donc elle est sur cette ligne très conservatrice. Elle s'en va uniquement pour des questions de place et d'ambition, et donc ça ne dupe personne. Voilà, demain vous nous retrouvez en 3 parties, le JT des territoires, territoire d'info. D'ailleurs, l'invité politique en direct demain, c'est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand, qui sera sur ce plateau. Et enfin, 3e partie avec l'actualité sénatoriale et politique. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Au revoir.